Bonsoir à tous, bienvenue à cette dernière émission de la saison de votre capsule divertissement, toujours en compagnie de Jocelyne Covier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors pour cette dernière, on va y aller avec encore notre cerveau qui peut se mettre à surchauffer là, avec la charge mentale. Exactement. On a beaucoup parlé du cerveau cette saison-ci. Avec l'effet Barnum, les tests de personnalité. Exactement. Puis là, l'idée de cette émission-là, en fait, c'est j'ai eu une période un peu difficile au niveau de la santé, période de repos. Puis je me suis mis à lire sur la charge mentale. D'ailleurs, on avait mentionné la charge mentale dans une de nos capsules précédentes. Puis à force de lire, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire des recherches sur le sujet, pourquoi pas en faire bénéficier tout le monde? Parce que j'ai trouvé ça très intéressant, surtout c'est qu'on donne des trucs. Parce que parfois, on pense que c'est une fatalité, la vie d'aujourd'hui est stressante, puis il faut vivre avec, mais en fait, non, il y a des trucs, c'est pas facile toujours, là. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui touche vraiment, vraiment tout le monde. Quand on parle de charge mentale, on l'associe aux femmes, c'est vrai, mais ça touche aussi les hommes, il faut le mentionner. Donc, je pense que c'est intéressant d'en parler. Bien, on va peut-être commencer par une petite définition. Moi, qu'est-ce qu'on entend par charge mentale ici? Vu que ça a l'air d'être un terme qui est assez large, là, fait que pour nous autres... Bien, effectivement, c'est un terme qu'on entend souvent, mais des fois, ça veut dire quoi exactement? En fait, on parle de tout le travail invisible, tout ce qui est de l'anticipation. On anticipe les choses qu'on a à faire. En fait, c'est de penser tout le temps. Toujours quelque chose dans la tête. Puis, le résultat de ça, c'est qu'on a l'impression, on manque toujours de temps. On est toujours stressé, on est toujours à la course, comme on dit. On se couche, on est stressé. Mon Dieu, je suis en retard dans telle affaire. Faut pas que j'oublie demain d'aller au magasin. C'est toutes ces petites choses-là. Ça a l'air bien banal, mais sur une journée, sur une semaine, sur une vie entière, ça amène énormément de stress. Puis ça peut amener des problèmes physiques, psychologiques, évidemment. Surtout quand tu te couches le soir et que tu n'arrives pas à dormir de la nuit du tout parce qu'il y a quelque chose qui te trotte dans la tête tout le temps, là. Il y a rien de pire. Puis un truc, on va le dire tout de suite, si ça vous arrive, là, moi, à cet âge, j'ai un bloc-notes à côté sur ma table de chevet. Marquez-le. Ça libère. Ça paraît pas, mais ça libère la tête, ça libère le cerveau. Une fois qu'il est écrit sur papier, on dirait qu'on se dit, OK, je l'oublierai pas, c'est sur papier. Maintenant, je peux dormir. C'est pas toujours si simple, là, mais ça peut aider quand même. La charge mentale, elle se divise en 4 parties. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc, on divise ça. La première étape, finalement, c'est l'anticipation des besoins. Le fameux stress. Mon Dieu, je vais donner un exemple très banal. J'ai plus de pain. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai plus de pain. Demain, qu'est-ce que je vais faire pour les repas, etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la recherche de solutions. Là, c'est de dire, est-ce que j'ai le temps d'aller au magasin demain, après le travail, après l'activité parascolaire des enfants, etc. La troisième étape, c'est la prise de décision. Là, c'est de décider, OK, je vais aller à telle heure au magasin chercher du pain ou je vais aller en emprunter au voisin. Puis la quatrième étape, c'est le suivi. Les progrès, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que je peux passer à une autre tâche à faire? Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, la charge mentale. Et le problème, c'est quand on n'arrive plus à trouver de solution, quand ça s'accumule dans notre tête, quand il y a tellement de choses à faire, qu'on n'a même plus le courage de commencer à faire quelque chose. Ça peut être tellement stressant que on est carrément paralysé par le stress, par la charge finalement. C'est une lourde charge sur les épaules que tout le monde a finalement. Puis ça, la charge mentale, tu parlais tout à l'heure que oui, ça touche beaucoup les femmes, mais ça touche aussi les hommes, ça, là. Exactement. Puis, je tiens à le dire parce que, honnêtement, j'ai fait beaucoup de recherches, des articles sur la charge mentale et c'était presque toujours sur les femmes. Puis là, je me suis dit, mais pourtant, les hommes ont aussi du stress, des choses auxquelles ils pensent. Puis là, j'ai vraiment été voir plus des articles spécifiques aux hommes. Mais oui, effectivement, les hommes ont du stress. Peut-être des fois aussi, ils l'expriment peut-être moins. Mais là, évidemment, je vais vous donner des exemples. C'est pas tous les couples qui sont comme ça. Je vais donner des exemples de couples parce que de nos jours, de plus en plus, les hommes s'impliquent dans les tâches ménagères, dans l'éducation des enfants. Il y a beaucoup de couples que c'est la parité, 50-50 pour les tâches, etc.
Mais il reste qu'il y a beaucoup de couples encore traditionnels. Quoi que tu disais tout à l'heure qu'il y a aussi certains couples où est-ce que c'est l'homme qui prend tout, qui prend tout, en tout cas, Oui. qui prend une majorité. Tu m'avais donné ça comme exemple tout à l'heure avant de commencer. Là. Exactement. Avant qu'on entre en Londres, j'ai un cousin, lui, il est resté à la maison et sa femme est partie sur le marché du travail. Je le salue d'ailleurs. Et évidemment, on n'a pas l'habitude, hein? On est tellement habitué que c'est la femme qui va rester à la maison, mais il y a des hommes qui restent à la maison pour plein de raisons. Donc, je pense que les tâches, que ce soit l'éducation, les tâches ménagères, ça n'a pas de genre. Tu sais, ça dépend plus de ce que les gens ont envie de faire. Puis des fois aussi, les gens vont dire, OK, toi, tu as un meilleur salaire que moi, donc moi, je vais rester à la maison. C'était toutes sortes de motivations. Puis, mais c'est bon de le souligner que les couples aujourd'hui, on peut plus mettre les gens dans des cases, disons. Ça a évolué, là, c'est quand même bien, là. Mais encore aujourd'hui, quand on pense à la femme, c'est la soignante et l'homme, c'est le pourvoyeur qui amène l'argent, la sécurité, etc. C'est ancré. Je pense que ça va prendre du temps avant qu'on enlève ces stéréotypes-là dans notre société, là. Elles sont en train de changer. Oui, en tout cas. oui. Puis malheureusement, il faut le souligner aussi, pour les femmes qui sont dans des couples où elles ont la majorité des tâches ménagères et qu'en plus elles sont sur le marché du travail et qu'en plus elles sont proches aidantes, bien là, elles se ramassent avec une double charge, une triple charge. Ça existe. Il y a des hommes aussi, là, c'est l'homme qui va être proche aidant, etc. Donc, il y a des gens, hommes et femmes, qui se ramassent avec beaucoup de choses à faire, là. Faut le dire. Tu voulais nous donner des exemples? Je vais donner des exemples. Encore une fois, je le souligne parce que ça peut sembler un peu une vision traditionnelle qui est un peu dépassée, mais dans la réalité, on le voit quand même beaucoup. Bon, au niveau des femmes, la charge mentale qu'on voit beaucoup finalement, l'éducation des enfants. Encore une fois, les hommes s'impliquent aussi, mais on associe beaucoup la femme à l'éducation des enfants, les activités scolaires, le jeune à amener à son cours de musique, de sport, les devoirs, l'achat de vêtements, les tâches domestiques, planifier les repas. Quand on parle de charge mentale, c'est pas juste de faire les repas, c'est d'y penser d'avance, de faire les courses et de penser d'avance de ce qu'on a besoin, de faire un peu l'inventaire de ce qu'il y a dans le frigidaire finalement. C'est quand même, ça paraît pas, mais dans une maison, là, pour que tout roule, là, ça prend des gens qui pensent beaucoup, là, hommes et femmes. La prise de rendez-vous. Rendez-vous chez le médecin du plus jeune, rendez-vous pour le chien chez le vétérinaire, coordonner les horaires quand on essaie de faire une fête ou une activité familiale, gérer la maladie, la femme est beaucoup associée à ça, être proche aidant. Encore une fois, je connais des hommes, moi, qui font tout ça. Et de plus en plus, les hommes font tout ça. Mais il y a encore du chemin à faire, il faut quand même le dire. Puis maintenant, on va aller du côté des hommes. Je tenais vraiment à ne pas invisibiliser les hommes. Parce que, comme je le dis, tous les articles presque que j'ai vus parlaient des femmes. Et c'est compréhensible aussi parce qu'il y a beaucoup de charge mentale au niveau des femmes. Mais les hommes aussi ont leur charge mentale, il ne faut pas l'oublier. Donc, offrir la sécurité. Ça paraît pas, mais c'est tout un stress. Traditionnellement, c'est l'homme qui va amener la sécurité dans la maison. C'est quand même un stress qui va protéger. C'est depuis quand même des générations, c'est ancré. Une femme peut aussi défendre, là, on s'entend. Le soutien financier. Ça, on associe beaucoup les hommes à ça. Donc, si l'homme est vu comme le soutien financier, on s'entend que son niveau de stress, lorsqu'il y a une perte d'emploi, est extrême. Ah, ça doit. Parce que c'est pas seulement qu'il y a une perte d'emploi qui est stressant en soi, mais là, il y a l'impression de laisser tomber sa famille. Et ça peut amener jusqu'à des gestes désespérés parce que l'homme se dit, ben si j'ai plus de travail, je sers à quoi? Et c'est terrible que ça en arrive là. C'est pour ça qu'il faut en parler. Je veux dire, on ne se résume pas à ce qu'on fait dans une famille, dans une communauté. On est beaucoup plus que ça. Même si on perd notre emploi, ça change pas notre valeur. Puis, donc, l'homme a cet énorme stress par rapport au travail. L'homme a beaucoup d'anxiété face à l'avenir, beaucoup associé aux finances, que personne manque de rien, les études des enfants, etc. Réparer. L'entretien de la voiture, de la maison. Je connais des femmes qui réparent n'importe quoi, mais c'est beaucoup associé aux hommes quand même. Et la pression sociale. Parce que depuis des générations, les hommes se font dire
Si tu vas avoir une famille, il faut que tu puisses subvenir à ses besoins. Il faut que, encore une fois, le soutien financier, il faut que tu puisses la protéger. Imaginez la pression qu'un homme peut avoir. Tu sais, c'est important de souligner que les genres ont des stress différents. D'ailleurs, il y a un sondage intéressant. 70% des hommes considèrent que leur rôle est d'assurer la sécurité financière de la famille. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup d'hommes stressés, beaucoup d'hommes qui sont totalement désemparés lorsqu'ils perdent leur emploi parce qu'ils ont l'impression de laisser tomber beaucoup de gens dans la famille, alors que ça arrive à tout le monde de perdre son emploi. Il y a des solutions, il y a de l'aide aussi. Donc, on est beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, depuis la pandémie, c'est important de le souligner parce que là, il y a davantage de travail à domicile. Il y a d'ailleurs dans les régions éloignées comme la Gaspésie, il y a des gens qui sont déménagés parce qu'ils peuvent faire leur travail à distance. Et depuis la pandémie, ce qu'on observe, c'est qu'il y a davantage de parité, les tâches sont séparées. Puis, il n'en tient qu'à nous, là, la petite parenthèse, c'est aussi d'enseigner très jeune aux enfants que normalement, c'est pas à la femme à faire telle chose, ni à l'homme à faire telle chose, c'est à tout le monde. Tu sais, si on éduque dans les écoles, dans les familles, les enfants, comme quoi que c'est important de partager les tâches. Ben d'ailleurs, un homme qui est célibataire va faire les tâches, il va faire son ménage, il va faire les choses. C'est que, on dirait que traditionnellement, lorsqu'il y a un couple, on se repose sur la femme pour certaines choses, puis on se repose sur l'homme pour d'autres choses. Donc, heureusement, ça change. Heureusement, maintenant, c'est mélangé. Tu as des hommes qui restent à la maison, tu as des femmes qui réparent la voiture. C'est très bien comme ça aussi, là. Oui, bien, réparer les voitures, on parle entre autres, métiers non traditionnels, oui. Je pense. Là. Fait que, oui, ça fait du bien de voir des femmes qui s'impliquent dans des choses qu'on les sort de leurs stéréotypes. Là. Exactement. Il n'y a aucune limite si un homme ou une femme veut faire telle chose. Il n'y a aucune limite, dans le fond. Je veux dire, c'est la société qui a imposé certains stéréotypes que la femme et l'homme doivent faire telle chose. Et heureusement qu'on est en train de déconstruire ça. Puis on est tous des humains, hein, finalement. Là. Donc, on peut avoir certaines affinités pour faire certaines tâches. C'est vraiment plus une question à ce niveau-là. Donc, on parlait tout à l'heure, bon, quelque chose qui te trotte dans la tête, tu ne dors pas, donc l'insomnie. Il y a des symptômes qui peuvent découler d'une charge de travail trop importante. Des symptômes et des conséquences. C'est pas banal parce que, surtout à long terme, avoir une charge mentale soutenue, ça peut amener beaucoup, beaucoup de problèmes. Puis honnêtement, quand j'ai lu les symptômes, je me suis rendu compte qu'à plusieurs moments dans ma vie, j'étais vraiment dans une grosse charge mentale. J'étais proche de conséquences catastrophiques, d'épuisement, etc. Puis je me rendais pas compte parce que je me disais, la vie, c'est ça. Parce qu'on l'entend, la vie, c'est un rythme effréné, c'est stressant. On a fini par normaliser le stress qu'on vit chaque jour, alors que non, il y a des solutions. Il y a d'autres façons de faire. Puis pour donner des exemples, puis je pense qu'à la maison, il y a des gens qui vont beaucoup se reconnaître. Pensez tout le temps au travail, aux choses à faire. C'est toujours dans notre tête, on n'est pas capable de faire une distance avec le travail, avec les choses, nos responsabilités. Un sentiment de ne jamais avoir le temps. Toujours courir après son temps. Un sentiment de culpabilité. De dire, mon Dieu, je laisse tomber des gens, je ne peux pas faire mon travail comme j'aimerais le faire, je ne peux pas faire autant que je voudrais faire. Oublier des tâches, des erreurs. On vient à un niveau d'épuisement que c'est sûr qu'à un moment donné, on va finir par oublier des choses. Sentiment de frustration et d'injustice. Parce que souvent, lorsqu'on est stressé, épuisé, on n'a pas le réflexe d'en parler. Puis là, la frustration augmente parce qu'on se dit, il n'y a personne qui me comprend. Mais des fois, c'est parce qu'on ne le dit pas, non, aussi. Il faut se dire que l'entourage ne peut pas toujours deviner. Donc, il peut avoir un grand sentiment d'injustice. C'est moi qui fais tout, j'ai pas de reconnaissance, etc. Ce genre de phrases-là. De l'irritabilité et de la mauvaise humeur, évidemment. Un stress constant. Ça vient que même les petites tâches, même faire la vaisselle, c'est rendu une montagne. Là, on est presque au bord de pleurer pour faire la vaisselle. Puis là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai? Quand on est rendu à ce stade-là, c'est que à un moment donné, l'élastique, il est tellement étiré qu'il est à la veille de lâcher. La fatigue chronique, de l'épuisement.
t'as beau te coucher, dormir, tu te réveilles dans le même état que tu t'es couché la veille. Des troubles digestifs, ça peut avoir vraiment beaucoup d'impact sur la santé, hein? Plein de symptômes, finalement, qui sont reliés au stress, des maux de tête, de l'insomnie, tu l'as mentionné. Puis je ne sais pas pourquoi, mais on a vraiment tendance à faire notre bilan de journée puis du lendemain avant de se coucher. On ne dort pas, puis c'est là. Le hamster là, roule, puis là, on se dit « Ah mon Dieu, j'ai oublié de faire ça. Puis il ne faut pas que j'oublie ça demain. Puis là, il faut que je me lève de bonne heure. » D'où l'importance de l'écrire sur un calepin, comme ça, ben, tu ne l'oublieras pas le lendemain matin. Tu vas pouvoir te vider la tête et dormir un peu. Exactement, ça c'est vraiment le meilleur truc là, quand ça roule là, avant de se coucher. L'anxiété, évidemment, la dépression, ça peut aller jusqu'au burn-out, évidemment. Puis quand on est en burn-out, en dépression, c'est long à remonter. On peut remonter, évidemment, mais je veux dire, il ne faut pas se rendre là. C'est ça le message que je veux dire, là. Quand on a tous ces signes-là, et certains de ces signes-là, c'est temps d'agir, là, parce que c'est important de dire qu'il n'y a personne à l'abri. Il n'y a pas une question qu'il y a des gens plus tough que d'autres au stress. Tout le monde peut craquer à un moment donné, là. Justement, pour gérer tous ces symptômes, il y a des trucs que tu vas nous sortir pour gérer la charge mentale? Bien là, on va aller dans le positif, hein, parce qu'on parle depuis tantôt des symptômes puis tout ça, des choses qui sont terribles, mais il y a quand même des trucs intéressants. J'ai essayé de répertorier tous les trucs que j'ai pu trouver, puis il y en a beaucoup que c'est assez simple à mettre en place. Bon, premièrement, reconnaître la situation. Reconnaître. Là, vous avez vu la liste de symptômes. Si ça vous sonne une cloche, si vous vous dites « OK, là, ça me ressemble pas mal », déjà là, c'est de se dire « Ouais, je pense que là, je suis en épuisement, ma charge mentale est trop élevée. » Donc, c'est reconnaître la situation et en parler, s'exprimer autour de soi. Évidemment, si on veut être compris, de le faire de façon bienveillante. Si on est dans un ton accusateur, c'est moi qui fais tout, ça se peut que l'entourage ne le prend pas super bien. Mais si on est vraiment à cœur ouvert, regarde, je suis plus capable, j'en ai trop sur les épaules, généralement l'entourage ou le milieu de travail, le patron, les collègues sont capables de comprendre qu'on est vraiment au bout du rouleau. Donc, c'est de s'exprimer, reconnaître la situation. Ensuite, apprendre à déléguer. Je souris parce que ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Puis, malheureusement, ironiquement, les gens, disons, peut-être les plus susceptibles à faire avoir une grosse charge mentale, parfois ont certains profils. Par exemple, c'est des gens qui ne sont pas capables de demander de l'aide, qui font tout par eux-mêmes. Souvent, ça peut être des gens aussi qui sont perfectionnistes, qui aiment bien quand tout est parfait, qui en font plus que le client demande. C'est des gens souvent qui ne sont pas capables de dire non. Ça, là, quand vous avez cette personnalité-là, c'est sûr, vous êtes peut-être plus à risque là, de vous placer dans une situation de surcharge mentale. Donc, dans le fond, quand tu as l'impression qu'il y a juste toi qui est capable qu'il y a juste toi qui est capable de faire ce travail-là, les autres, ils connaissent pas ça, ils sont pas capables. Exactement. Puis, tu sais, c'est sûr, là, c'est vrai que, admettons, une personne là, qui est au bout du rouleau, puis il faut qu'elle demande à une autre personne de faire son ménage. Ça, c'est une grosse étape, là, parce que moi, à un moment donné, je travaillais à l'Association des aînés et pendant une période, je faisais le ménage chez les gens. Puis, ce qui m'expliquait, faire entrer une personne dans sa maison pour faire son ménage, puis voir la personne faire son ménage, c'est gros. Parce qu'on a notre façon de faire, on a nos habitudes. Puis là, tu vois quelqu'un d'autre, on a toutes nos... On fait pas le ménage de la même façon, hein, on a toutes nos routines. Puis ça, c'est difficile. Mais je pense qu'il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre, parce que tôt ou tard, un jour, on va avoir besoin d'aide, là. C'est inévitable. Donc, apprendre à déléguer, lâcher prise. Ça se peut que si ton enfant, il fait ton ménage, il lave ton plancher, il ne sera pas fait comme tu l'aurais fait. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut se dire, regarde, il m'a aidé, le plancher va rester de même. Il a peut-être fait les coins ronds, l'enfant, mais regarde, le plancher est fait. C'est d'apprendre, puis pour l'entourage, il y a un concept, il y a quelques années, quelqu'un qui a sorti une bande dessinée qui disait, en gros, fallait demander. Parce que souvent, les personnes en surcharge mentale, ils n'osent pas demander. Puis l'entourage, ben, ils n'ont peut-être pas le réflexe d'anticipation. Donc, ils attendent que la personne est totalement épuisée, que la personne leur demande « Peux-tu m'aider? » puis sortir les poubelles. Donc, c'est aussi à l'entourage d'apprendre à anticiper. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de demander de l'aide, malheureusement. Puis il y a même des gens que tu leur offres de leur aider, puis ils vont dire non. Parce que c'est dur pour eux, là. Ils sont habitués de tout faire, puis ils ont l'impression que s'ils ne font pas tout, ça les dévalorise, ils ont des problèmes d'estime, etc.
Donc, l'entourage a aussi un rôle à jouer, là. Bien souvent, dans ces situations-là, c'est pas de demander, c'est d'y aller. Exactement. Dans le fond, c'est imposer son aide. La personne n'aura pas à dire oui ou non. Tu vas arriver, puis, regarde, je vais t'aider, puis finalement, la personne va probablement accepter sans parler. Là. Si vous avez l'initiative, c'est de commencer le repas, c'est d'aller faire la course que vous savez, chercher telle affaire chez le nettoyeur, etc. Bien, la personne, elle va être face au fait accompli, puis là, elle va accepter, puis petit à petit, elle va peut-être accepter de l'aide. Mais il y a des gens pour qui c'est difficile. Alors, si vous attendez que, je sais pas, votre mère, votre soeur demande votre aide, ça se peut que vous attendez longtemps, pourtant la personne est totalement épuisée. Donc, il y a des gens pour qui c'est pas facile. Ensuite, utiliser des outils, notre fameux papier sur la table de chevet. Moi, je me suis acheté un cahier choses à faire. Ça se vend. Puis c'est bien structuré, donc les téléphones à faire, les choses à faire, etc. Puis ça libère vraiment le cerveau. C'est prouvé que ça enlève une charge. Ça fait qu'on se dit, OK, j'oublierai pas. C'est comme si on le prenait du cerveau puis on le mettait sur papier. Carrément. Ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous faire des listes. Puis, comme je disais, encore mieux un petit livre. Parce que les listes, on peut en avoir partout, on peut les perdre. Un petit livre, on sait clairement il est où et c'est plus clair. Ça, là, c'est peut-être le meilleur truc, là, je pense, qu'on peut donner. Installer des limites. Ça, par exemple, c'est de dire, OK, là, passé 6 heures, là, je ne travaille plus. C'est même à la maison. Ou je me fais un bureau dans la maison, mais je travaille pas dans mon lit, là. Parce que là, s'il y a du travail partout dans la maison, le cerveau ne déconnectera jamais, là. Il va associer le travail partout dans toutes les pièces. Ou c'est de dire, OK, la fin de semaine, là, non, c'est pas pour le travail. C'est sûr qu'il y a des gens, des fois, ils peuvent pas. Ils ont tellement de charges que c'est difficile. Mais essayez de se mettre certaines limites. Prioriser ce qui est le plus important aussi. Oui, parce que il va toujours avoir des choses qu'on ne peut pas faire. À un moment donné, il faut prioriser qu'est-ce qui est le plus important dans la liste. Puis, séparer aussi, ce qui peut aider, c'est de séparer la tâche. Parce qu'à un moment donné, quand on est épuisé, même faire quelque chose de simple, ça devient vraiment une montagne, comme je disais tantôt. Mais si on se sépare en petites étapes, puis on fait un petit crochet à chaque fois qu'on fait une étape, ça peut être une motivation. Puis ça rend ça moins gros, si on veut. Ça peut vraiment aider. Puis quand je dis prioriser, là, on a le réflexe de se dire, disons, une personne, elle a le choix entre un rendez-vous chez la coiffeuse et laver son plancher. C'est sûr qu'elle va choisir de laver son plancher. Mais dans une situation comme ça, des fois, ça serait mieux d'aller chez la coiffeuse, relaxer, se détendre, se faire plaisir, se valoriser. Le plancher, il peut se faire de même aussi. Ou il peut être fait par quelqu'un d'autre. Parce que souvent, le réflexe, c'est de prioriser le travail, mais des fois, c'est l'erreur qu'on fait parce que des fois, c'est bon de penser à soi aussi. Là. Le prochain, éviter le multitâche. Puis ça, dans le travail, là, faut, en tout cas, personnellement, il ne faut pas que je me lance dans... tu fais quelque chose, puis là, tu embarques autre chose par-dessus. Fait que là, tu as 2 tâches qui suivent. Là. Moi, il ne faut pas que ça arrive une affaire de même parce que je vais oublier quelque chose à quelque part. Bien, c'est ça. Puis moi, j'entends souvent des gens se vanter d'exceller dans le multitâche, mais c'est prouvé par les études, on est moins productif. On oublie des choses. Ça finit qu'on fait les 2 choses à moitié. Finalement, ça nous prend plus de temps pour faire les 2 choses. C'est normal parce que le cerveau est un petit peu partout. Donc, à éviter le multitâche, puis ça surcharge le cerveau. Ou bien travailler avec son les distractions, son cellulaire. À un moment donné, c'est pas très productif. C'est une deuxième tâche qui s'ajoute, ça. Bon, on l'a déjà fait, tu sais, tu travailles, puis tu ouvres, je sais pas moi, ton Instagram, puis là, c'est sûr que là, c'est pas mal plus intéressant de regarder des vidéos sur Instagram. Fait qu'à un moment donné, c'est pas très productif. C'est sûr que, tu sais, je dis, il faut pas que je le fasse, mais ça m'arrive de le faire des fois. Puis justement, comme tu dis, ça peut prendre beaucoup plus de temps à réaliser les 2 tâches plutôt que tu te concentres sur un, passe à la suivante après. Exactement, exactement. Donc, on aurait pu, je sais pas, faire la tâche en 1 heure, puis après, s'écouter une série, se récompenser. Mais au lieu de ça, là, 3 heures plus tard, on est encore là-dedans, là, parce qu'on fait les choses à moitié. C'est bon de le dire. D'ailleurs, tu parlais de l'espace de travail, le bureau à la maison, pas étendre. Oui. Oui, exactement. Puis de le faire positif, par exemple, de mettre des plantes, il faut avoir des fenêtres.
Puis l'ergonomie, c'est important. Si vous travaillez beaucoup de la maison, moi, honnêtement, là, à chaque fois que je m'achetais une chaise pour l'ordinateur, j'achetais la moins chère, honnêtement. Puis c'est un jour, à force d'avoir mal au dos, que j'ai comme compris que c'est quand même important d'avoir, pas nécessairement hors de prix, mais d'investir dans une chaise qui... Vous allez voir sur Internet, là, il y a des mesures pour savoir à quelle hauteur les bras, à quelle hauteur les jambes, de quelle façon il faut que ce soit plié pour pas avoir de stress sur le corps. C'est important. Ouais. Le cou aussi, la hauteur de l'écran. Les poignets aussi. Oui, les poignets. J'ai déjà eu je me rappelle plus comment ça s'appelle, là. On poigne ça au poignet. Une là. tendinite? Ouais, c'est ça. Et- J'ai déjà eu ça parce que je travaillais tout le temps sur l'ordinateur, puis tout le temps dans la même position, là. J'ai eu ça, puis j'ai été obligé d'acheter. C'est fait en gel, là. C'est fait pour appuyer les poignets dessus oui, quand ok. tu travailles sur un ordinateur. Ben, c'est bon de montrer, c'est sûr il y a vraiment des outils ingénieux. Moi, j'ai pris un truc pour... mon bureau n'est pas à la bonne hauteur. Je ne peux pas changer la hauteur de mon bureau, mais par contre, j'ai acheté un appui-pied. Je me suis arrangée pour que... Puis ça n'a pas coûté très, très cher, là. Mais il y a beaucoup de trucs sur Internet, justement, vous avez mal au poignet, au cou. Puis honnêtement, je ne pensais pas à quel point ça ferait une différence, mais j'ai vraiment moins mal. Parce qu'on en passe du temps là, assis là, à travailler devant l'écran, etc. là. Donc, c'est des bons trucs. Le prochain, tu en as parlé tout à l'heure avec laisser l'enfant laver le plancher, même s'il fait les coins ronds, là, accepter les imperfections. Oui, accepter les imperfections, je parle en tant que perfectionniste, c'est dur Je suis pas perfectionniste envers les autres, mais envers moi-même. Si j'ai une tâche à faire, je vais vouloir que ce soit parfait, mais évidemment, on se donne du trop. Tu sais, ça pourrait être très bien sans être parfait. Je travaille là-dessus. Puis, parce que si on veut que tout soit parfait, c'est là on va être en retard dans plein de choses. Et comme tu disais, si on demande de l'aide à quelqu'un, il faut accepter que ça ne sera peut-être pas fait. Ça peut être aussi bien fait, mais d'une autre manière. Oui, peut-être les coins ronds, mais bon, on va pas... Moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Ouais, mais là, c'est pas toi qui le fais. C'est ça. C'est souvent les gens qui sont habitués de faire les tâches domestiques depuis longtemps. Ils ont beaucoup de misère à voir les autres personnes le faire d'une autre manière. Ou la personne qui lave la voiture, c'est l'enfant qui le fait. Ça se peut que c'est peut-être pas fait pareil. Mais le gros est fait quand même. Tu sais, je pense qu'il faut voir l'ensemble, il faut voir l'effort. Puis aussi, les gens vont peut-être apprendre à le faire différemment avec le temps. Mais encore notre lâcher prise. Un autre, c'est d'apprendre à dire non. Ça, là, c'est le travail d'une vie. Moi, j'ai vraiment le profil de personnalité que je ne suis pas capable de dire non. C'est que là, j'essaie comme truc que quand on me demande quelque chose et que je ne suis pas capable de dire non tout de suite, je demande à réfléchir. Puis honnêtement, d'habitude, quand je demande à réfléchir, ma réponse ensuite est non. Ce qui veut dire que quand je dis spontanément oui, c'est pas la réponse la plus logique que je devrais donner. Je vais être en épuisement, etc. Donc maintenant, je me donne un temps de réflexion et en général, je me dis « Ah non, j'en ai assez sur les épaules, je ne peux pas me rajouter ça. » Mais c'est difficile, surtout quand les gens nous demandent face à face. Quand c'est demandé par écrit, on réfléchit avant de répondre. Mais quand quelqu'un t'appelle ou est face à toi, te demande quelque chose, on est pris au dépourvu, c'est là que c'est dur de dire non. Mais il y a des petits trucs. Comme je disais, on demande tu me laisses-tu le temps de penser? Puis souvent, on va se rendre compte qu'on a déjà beaucoup dans notre assiette, puis ça va se rajouter. Mais c'est dur de dire non. Puis malheureusement, ça, il faut le dire, il y a des gens que c'est très difficile de leur dire non parce qu'ils vont nous le faire sentir. Ils vont nous faire sentir coupables. Ils vont nous dire des phrases comme pour une fois, je te demande quelque chose. Il y a des gens que c'est pas le fun de leur dire non. Puis, c'est pas un conseil le fun à dire, là. Mais si vous avez beaucoup de gens autour de vous qui acceptent pas les noms, peut-être bon de faire un petit peu de ménage, vous éloigner un peu parce que ça, c'est des gens qui peuvent facilement vous épuiser. Des gens qui, tout leur est dû, tu leur dis non, puis c'est la fin du monde, ils boudent, il y a une conséquence, ils veulent plus te parler. Il faut se demander est-ce que c'est vraiment des amis. La bonne personne pour moi. Donc, des fois, c'est déchirant à dire, là, puis des fois, on n'a pas le choix d'avoir dans notre entourage, dans nos collègues, etc., des gens comme ça. Mais quand on peut s'éloigner, c'est des gens qui peuvent vraiment nous faire beaucoup, beaucoup de mal à long terme, là. Le prochain truc pour gérer la charge mentale, tu appelles ça la pleine conscience. C'est quoi tu veux dire par là? La pleine conscience, on entend beaucoup parler de ça, c'est des exercices de respiration, des respirations profondes. En fait, ça nous calme, ça nous ancre dans le présent parce que quand on est stressé, là, on est dans le futur
ou des fois on est dans le passé, on repense à ce qu'on a fait, qu'on aurait dû faire. Donc, la pleine conscience, on dirait qu'on prend contact avec le présent. Là, on se dit, OK, je suis ici, puis ça calme. Et il y a beaucoup de techniques. Il y a même sur les montres intelligentes, maintenant, il y a une fonction anti-stress. Ah ouais. Et ce que ça fait, c'est que ça vous guide. Vous allez voir, là, ça va vous dire, OK, inspirez. Ça fait que là, tu suis la petite montre, là, tu t'inspires, puis après ça, oh, t'expires. Donc, ça te donne un rythme. Parce que quand on est stressé, on ne se rend pas compte, mais on respire vite. On n'est pas, puis on est tout crispé dans les épaules. Puis ça me fascine à chaque fois, quand je fais l'exercice, je me rends compte, mon Dieu, les épaules descendent. Mon Dieu, je suis donc bien plus calme. Juste ça, là, ça fait une différence. Ben, dans ce cas-là, j'ai entendu ce midi une entrevue à Cube Radio. C'est José Lavigueur qui parlait de ça avec Benoît Dutrisac. Le truc de la boîte. Intéressant. Dans le fond, c'est de visualiser une boîte. Puis, c'est justement de la respiration. Fait, on respire 4 secondes, on maintient 4 secondes, on expire pendant 4 secondes, puis on maintient un autre 4 secondes, puis on fait ça comme ça. Oh, ça, c'est vraiment un bon truc pour donner aux gens. C'est qu'on visualise la petite boîte, puis ça, c'est vrai que c'est un bon truc. Elle a dit, José Lavigueur, c'est qui avait amené ce truc-là, mais je me rappelle plus du nom. Puis c'est 4 secondes? Oui, on prend une respiration pendant 4 secondes, puis on maintient pendant 4 secondes, on expire pendant 4 secondes et on maintient une autre fois, puis on continue comme ça. On fait la fameuse petite boîte. Hey, mais ça, c'est vraiment un bon truc parce que justement, les gens à la maison vont voir c'est quoi exactement la respiration, la pleine conscience, parce qu'on entend beaucoup le concept, mais on ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire. Donc, il y a plusieurs méthodes, ça c'en est une, mais c'est un super bon truc parce que ça, on peut le faire n'importe où. On est, je sais pas moi, on est dans une salle d'attente, n'importe où, on est stressé, on s'en va faire une conférence en avant, le micro, puis on est super stressé. Puis on peut faire ça n'importe où, discrètement. Donc, c'est un super bon truc. Puis ça aide justement quand on est parti dans notre tête, là, ou quand on est couché puis on est parti dans notre tête, ça peut vraiment aider là, à se remettre là, dans le présent puis à se calmer. Là. Prochain, prendre une pause, une vraie pause, par exemple. Pas juste une pause café. Tu fais bien de dire une vraie pause parce que je vois des gens, des fois, ils prennent une pause pour manger, ils travaillent, ils étudient en même temps. C'est une vraie pause, vraiment, on déconnecte, on va faire une petite marche dehors, on écoute une série, un bout de série, on prend un livre, on lit un petit bout, on écoute de la musique. Une vraie pause, là. Pas du travail en même temps, pas du multitâche, là, une vraie pause. Puis, je trouve ça, c'est quelque chose qu'on ne se permet pas de faire parce que justement, on est toujours stressé, on court après le temps. La dernière chose qu'on se dit, c'est de prendre une pause. Pourtant, c'est important de le faire. Une vraie pause. Il y en a un autre aussi, c'est de ne pas couper les heures de repas et de sommeil. Je pense qu'il y en a. C'est dur par exemple. Je pense qu'on l'a tout fait. Le réflexe, on manque de temps, on a beaucoup de travail. Malheureusement, on va couper justement, on va manger en manger rapidement. On va clencher ça, manger, là, de se dire, ou manger une barre de chocolat pour se dire, ah non, j'ai pas le temps de me faire à manger. Et on va couper dans les heures de sommeil. Couper dans les heures de sommeil, je l'ai fait souvent, honnêtement, là. Mais c'est bien la pire chose à faire parce que le lendemain, à chaque fois, le lendemain, on se dit « Ah, mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça, je fais plus ça. » On le refait encore, là. Ah, ça m'arrive de le faire aussi. Parce qu'on sait comment on se sent, là, le lendemain, là, de ne pas avoir assez dormi, là, je veux dire, on n'est pas productif, pas fonctionnel. Souvent, on a mal au cœur, mal à la tête, on est zombie, mais on le refait pareil. Ben, des fois, c'est pas le travail, c'est qu'on a commencé une série super intéressante, puis là, on est rendu à 6 épisodes en ligne, là. Ça, me semble, c'est pas couper les heures de sommeil. C'est le genre de conseil qu'on pourrait donner à des étudiants, ça. Oui. Parce que je le faisais beaucoup quand j'étais étudiant. Tu dois remettre un travail, puis au lieu de travailler de faire ton travail, tu as fait autre chose. Là, il faut que je le remette. Passe la nuit debout, puis tu as la journée après ça à l'école. Rendu le soir, Ça rappelle des souvenirs aussi quand j'étais aux études, puis... des fois, c'est ça, j'étudiais tard, important, tu sais, c'est démontré que passer la nuit t'étudier, là, le lendemain, je veux dire, tu vas être en manque de sommeil, tu n'auras pas de concentration, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Tu es bien mieux une bonne nuit de sommeil, à la limite, le lendemain matin, révise tes affaires, mais on a tout le réflexe.
On a passé toutes des nuits à étudier, à faire des travaux en retard. Puis, Parce que ça ne nous tentait pas de faire les travaux au lieu de faire autre chose. Faut Ça nous tentait, on préférait faire autre chose plutôt que de faire les travaux. Il faut le dire, on gère parfois très mal notre horaire. On Ouais. s'organise très mal parce qu'il y a beaucoup de choses pas mal plus fun à faire, comme écouter des séries, lire, etc. On est toutes pareilles. Il y a aussi une question, je ne l'ai pas mentionné, mais des fois, là, il faudrait peut-être réorganiser nos horaires, prioriser certaines choses. Pour éviter d'en arriver à la surcharge mentale. Exactement. Parce que si vous avez un travail à remettre le lendemain, puis vous vous dites, mais commencez par écouter une série, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça serait peut-être mieux de commencer par le travail. S'accorder du temps pour soi. Ça, là, c'est un conseil à un moment donné qu'une personne m'avait donné. Puis ce qu'elle m'avait dit aussi, elle dit, c'est quand tu n'as pas le temps de te reposer, de t'accorder du temps, que c'est le plus important de le faire. Parce que je lui avais fait comme réponse, j'ai pas le temps, je suis débordée, ça va mettre encore plus en retard. Mais elle dit, c'est là qu'il faut que tu le fasses, que tu prends ton break, que tu te reposes, puis pense à toi, prends un livre, écoute une série. Parce que oui, il faut organiser nos horaires, mais il faut pas s'oublier. Parce que si vous êtes toujours dans le travail, dans l'aide pour les autres, dans le bénévolat, etc., à un moment donné, vous allez craquer. Parce qu'il faut penser à soi, il faut faire des choses qui nous rendent heureux, qui nous animent, créer, peu importe ce que vous aimez faire. Parce qu'à un moment donné, à long terme, là, c'est pas une bonne stratégie. Parce qu'à un moment donné, vous allez être en burn-out. Parce qu'à un moment donné, la vie, c'est aussi être heureux, c'est faire des choses. Mais oui, je comprends qu'il y a des fois, il y a des gens, là, entre le travail, la famille, être proche aidant, ils trouvent où le temps? Tu sais, il y a des cas compliqués, il y a des cas complexes, mais il y a toujours des solutions quand même. De s'accorder un petit peu de temps, là, de temps en temps. C'est vraiment important. Et si tout ça, on n'arrive pas à le faire, dernier conseil, allez chercher de l'aide. Exactement, il ne faut pas hésiter, hein, parce qu'ils en ont vu d'autres. Hein. Ils en voient des gens en burn-out, des gens... il ne faut pas attendre d'être rendu là, parce que c'est long, remonter d'un burn-out ou d'une dépression. Donc, il y a de l'aide des travailleurs sociaux, les CLSC, il y a beaucoup d'aide. Puis, vous pouvez avoir des services gratuitement, c'est important de le dire. Puis aussi, pour les proches aidants, maintenant, il y a de plus en plus d'aide. Ça pourrait être mieux, là, je veux dire, moi, personnellement, le gouvernement devrait donner une compensation financière aux proches aidants. Ce qu'ils font, c'est un travail exemplaire. J'irais même plus loin que les gens qui restent à la maison. C'est un travail. Les gens qui s'occupent des enfants, etc., je veux dire, c'est tout un travail aussi. Je pense qu'il pourrait y avoir plus d'aide. Le système n'est pas parfait, mais il y a quand même de l'aide, il faut le dire. Il faut aller la chercher, cette aide-là. Il n'y a pas de honte. Comme je disais, il n'y a personne à l'abri. Il n'y a pas du monde plus tough que d'autres, là. Puis malheureusement, c'est l'ironie, les gens tough, là, les carapaces là, très fortes, là, c'est souvent eux qui vont aussi tomber parce qu'ils sont tellement habitués de jouer aux personnes tough, à ne pas écouter leurs besoins, à dépasser leurs limites pour montrer qu'ils sont tough, qu'à un moment donné, ça craque, là. C'est inévitable, là. Eh bien, toute une émission avec toutes ces informations-là, je pense que le monde va être en mesure de pouvoir justement reconnaître les signes et pouvoir faire ce qu'il faut pour éviter de tomber dans la charge mentale. Quelque chose que tu voudrais rajouter vu que c'est la dernière? La dernière émission, ben pour terminer, investissez. Je sais que tous les trucs qu'on a donnés, peut-être que bon, vous vous dites, ouais, c'est bien beau, mais ça ne va pas régler mes problèmes. Vous investissez sur votre bien-être, puis vous allez peut-être vous éviter des problèmes, burn-out, en faisant juste des petits trucs comme ça. Puis j'en ai pas parlé, mais les gens qui ont des maladies chroniques, c'est ma situation, c'est encore plus délicat parce que là, si tu dépasses tes limites, là, tu peux finir à l'hôpital en crise, etc. Donc, pensez, on les connaît, nos limites. On veut pas, on les connaît, on sait quand on les dépasse. Hein? On a toute cette tendance-là. Pensez à vous. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment important. C'est pas pour rien que j'ai terminé la saison avec ce sujet-là, parce que je me suis dit, ça pourrait aider des gens. Tu sais, il peut y avoir un petit conseil qu'une personne à la maison, ça l'aide. Puis, c'est super intéressant de faire ces capsules-là. Donc, on remercie les gens à la maison. On a des bons commentaires. Il y a des gens qui apprécient, puis c'est le fun, ça fait plaisir. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on va revenir la saison prochaine. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais être là. Moi, je suis disponible là, pour continuer cette émission-là. Ben, ça va être avec un grand plaisir. En tout cas, merci pour cette belle saison.
Merci à tout le monde de nous avoir suivis, puis on se revoit l'automne prochain.